Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur la toile pour cette nouvelle émission où on va parler mise en scène, retour sur ce petit canapé que vous connaissez bien. Je suis très content de vous retrouver, très content aussi de faire cette émission, ça fait un moment qu'elle était dans les cartons, et que j'avais envie d'aborder avec vous la mise en scène sous son angle le plus technique, et l'occasion m'a été apportée sur un plateau d'argent, puisque je viens de finir de regarder la récente série, relativement récente série Boba Fett sur Disney+. Une série que j'ai bien aimée, j'ai trouvé ça très sympa, on va y revenir, mais j'ai trouvé aussi qu'elle apportait de l'eau à mon moulin quand j'arrête pas de vous dire, on n'arrête pas de parler mise en scène sur cette chaîne, et j'arrête pas de vous dire que c'est toujours important aujourd'hui, peut-être plus que jamais, d'avoir de vrais réalisateurs à la barre des projets pilotés par les gros studios. Aujourd'hui, les gros blockbusters, les séries sur les sites de streaming sont toutes commanditées par ces énormes studios, sont des gros produits faits pour faire de l'argent. Et c'est important, à une époque où on entend parler de yes men, de réalisateurs parachutés sur des projets, de voir à quel point un réalisateur chevronné, quelqu'un qui a une vision, ça peut être important, même à la tête de projets comme ça. Alors vous le savez, on va pas parler que technique, surtout pas sur cette chaîne, on va aborder tout un tas de sujets dans cette émission. Avec ce petit préambule que je me sens obligé de faire, je ne suis pas prof de cinéma, je ne suis pas professionnel de l'industrie, pas plus que je ne suis prof de guitare quand je vous parle de musique. Moi, mon but sur cette chaîne, c'est juste de partager avec vous ma passion pour l'image, pour le son, pour le 7e art que j'adore, et ça me fait plaisir de le faire ici parce que pour l'instant vous n'êtes pas trop nombreux, il y a un petit nombre d'abonnés qui continue à grossir, vous êtes quelques-uns à commenter, et je sais que vous avez tous, vous qui êtes là, compris l'essence même de la chaîne, compris le ton, je peux aborder avec vous tout un tas de sujets, parler second degré, sans me prendre des cingles verbales à chaque fois que je critique quelque chose. Voilà, vous connaissez le programme, si ça vous convient, c'est tout de suite. Alors, autant le dire, il y a pour moi une trinité de la mise en scène. Quand on parle mise en scène, quand on parle réalisation, on entend surtout les prises de vue. Et j'arrête pas de vous le dire, n'importe qui aujourd'hui peut faire de belles prises de vue. Aujourd'hui, on a tout un tas d'avancées technologiques à notre disposition. Je veux dire, vous craquez un billet, vous allez acheter un bon Canon, et vous pouvez faire de la prise de vue professionnelle, un peu comme les gens aujourd'hui qui font de la musique. À l'époque, les Beatles enregistraient sur des 4 pistes, et s'en sortait plutôt bien. Aujourd'hui, on peut faire 128 pistes virtuelles, encore plus, avec un simple ordinateur décoté à la Fnac. Et dans le cinéma, c'est pareil, vous achetez un bon appareil photo, vous avez de belles prises de vue, donc pour moi, la mise en scène, c'est pas juste savoir capturer des images, ça démarre tôt, ça démarre dans la conceptualisation d'une scène, savoir apporter une vision, avoir une vision claire de ce que va être la scène, puis après, c'est le tournage, la prise de vue en elle-même, et j'inclus même à la mise en scène le montage. Je sais, souvent on décorrèle le montage de la mise en scène, le monteur est souvent une personne à part, mais on se rend compte que sur les gros projets, avec un réalisateur chevronné à la barre, bah, généralement, cette personne va glisser un pied dans la porte de la salle de montage et être présent quasiment à toutes les étapes de la réalisation. Alors une autre chose qu'il faut savoir, c'est que s'intéresser de près à la mise en scène comme ça, c'est un peu démystifier, plonger dans l'envers du décor, démystifier la magie du 7e art. C'est un peu comme en musique. Quand vous commencez à jouer d'un instrument, bah vous allez plus entendre cet instrument dans le mix. D'ailleurs, vous allez savoir de quoi on parle quand on parle de mix, et puis vous allez entendre la batterie, la basse, la guitare plus mise en avant. Et bien le cinéma, c'est pareil. Vous allez parler mise en scène, et puis quelquefois, vous allez être sorti du film parce que vous allez dire « Waouh, ce plan, il est dingue, mais comment il a fait ?» On va parler plongée contre plongée, champ hors champ. Et quand on commence à s'intéresser à la mise en scène, bah on perd un peu de sa virginité cinéphilique. Mais en même temps, c'est absolument passionnant de comprendre comment on fait passer par l'image des sentiments, des émotions fortes, d'où l'importance, je le répète, d'avoir des réalisateurs visionnaires, le mot n'est pas trop fort, à la barre des projets les plus calibrés, les plus formatés. Et je pense par exemple à Kenneth Branagh, qui sur Thor avait fait, je trouve, un boulot exceptionnel. Alors je sais que beaucoup de gens apprécient plus ou moins le premier Thor, mais je trouvais que c'était un film sur lequel Kenneth Branagh avait apporté sa patte, il arrivait avec tout son bagage shakespearien, et franchement pour un récit super-héroïque avec un monarque de l'espace qui veut désavouer son fils, je trouvais que ça collait plutôt bien. Kenneth Branagh faisait preuve d'un beau sens de la mise en scène, et ses thématiques collaient bien au projet. Mais on pourrait aborder le tout récent Doctor Strange. Alors Doctor Strange, j'ai pas fait de réaction à chaud sur le film, mais j'ai vraiment aimé, c'est le meilleur Marvel que j'ai vu depuis peut-être les Avengers. Je sais que ça laisse pas mal de gens froids, le film est plutôt critiqué, tout le monde n'apprécie pas, mais moi alors pour le coup j'ai adoré, surtout parce que j'ai vu un vrai film de Sam Raimi, et d'ailleurs j'ai vu un très bon film de Sam Raimi. Alors bien sûr, c'est sûr que si on va au cinéma comme ça pour voir un Marvel classique, et qu'on n'a pas la ref, bah c'est un peu dommage si on connaît pas le cinéma du réalisateur, si on connaît pas Evil Dead, si on n'a pas vu
même jusqu'en enfer, si on n'a pas vu Darkman et qu'on a jeté un œil au Spider-Man, ben, on va pas reconnaître ses petits tics de mise en scène et son sens de la folie visuelle. Mais alors pour le coup, moi j'ai adoré ce Doctor Strange, j'ai trouvé ça vraiment mais brillant, mais encore une fois parce que c'est un vrai Sam Raimi, et on ne m'accusera pas d'être partial, parce que pour vous dire la vérité, je m'étais rendu un petit peu à reculons dans la salle. Franchement, un nouveau Marvel, j'y vais comme ça pour le voir, en espérant avoir une bonne surprise. J'avais oublié que c'était Sam Raimi aux commandes, et puis je m'étais dit peut-être que Sam il a un petit peu vieilli, peut-être que finalement il va nous faire un Marvel classique, ben pas du tout, et ça je m'en suis rendu compte assez tôt dans le film, au moment de l'affrontement avec cet œil géant, lorsqu'il y a une flèche qui vient se planter dans l'œil. Franchement, j'étais dans la salle, et en voyant un Marvel, vous attendez à ce que la flèche pénètre l'œil, mais qu'on ne le voit pas franchement, qu'il y a une astuce de mise en scène pour montrer le monstre en train de tomber avec la pique plantée, mais sans trop de gorasse. Et là, incroyable, la flèche pénètre l'œil est arraché, la salle fait « Oh !» Et moi j'étais aux anges, hein, j'étais mort de rire, je trouvais ça excellentissime, et en fait tout le film est un pur film de Sam Raimi. Quand la sorcière rouge, alors on peut discuter longtemps de savoir si la sorcière rouge a possédé un corps moins puissant que le sien d'aujourd'hui, mais enfin, il y a un moment quand même où elle court après Doctor Strange en mode zombie, là, en boitant, toute sanguignolante. Franchement, c'est une séquence à la limite du burlesque, et on reconnaît bien Sam Raimi là. J'aime bien Sam Raimi dans son cinéma, j'aime bien Sam Raimi aussi pour ses maladresses, parce qu'il a un côté généreux et un côté complètement foutraque. Ça se voit sur les Evil Dead, bien sûr, mais ça se voit aussi sur ses films les plus récents. Et il a réussi à apporter ça à un Marvel formaté, un Doctor Strange. Pour vous dire la vérité, je sais même pas comment on lui a laissé réaliser ce film. Mais ça, c'est un exemple tout récent parmi tant d'autres. Je vous ai parlé sur cette chaîne de Justin Lin, par exemple, de la saga Fast and Furious. Je trouve que les Fast and Furious, on voit très très bien quand c'est Justin Lin qui est aux commandes, ou quand c'est un tâcheron qui vient le remplacer. Franchement, je sais que c'est du cinéma complètement barré, je sais qu'on n'y croit pas une seconde, c'est bigger than life, mais enfin Justin Lin arrive quand même à rendre tout ça digeste, et c'est pas une mince affaire. Et il y a plein d'autres exemples de ça. Vous-même, vous avez sans doute vu des épisodes de séries télé en vous disant Ouah, cet épisode il est dingue, Neil Marshall sur la bataille de Blackwater dans Game of Thrones, ou même d'autres séries complètement anecdotiques. Moi j'ai regardé la série Nashville, c'est plus ou moins un soap opéra, c'est complètement un soap opéra en fait dans le monde de la country. Pas un grand intérêt, mais j'ai bien aimé cette série, et il y a un épisode où je me suis dit à un moment, l'épisode est étonnamment bien réalisé, il y avait des espèces de reflets dans des miroirs à la Spielberg, je trouvais ça vraiment, vraiment intriguant. Ben, renseignement pris, c'est Ron Underwood qui réalisait cet épisode. Ron Underwood, quand même, c'est Tremors, c'est Mighty Joe Young, donc c'est pas un manche, et ça se sentait même dans un épisode de soap opéra formaté pour le petit écran. Ce qui nous amène, le petit écran, à cette série toute récente, Boba Fett. En bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé Boba Fett. Pendant les premiers épisodes, j'ai trouvé que c'était la série peut-être la plus fidèle à l'esprit de George Lucas. C'était vraiment le pendant de ce qu'on avait découvert avec Un Nouvel Espoir. Et puis, au fur et à mesure de la série, je me suis quand même retrouvé face à un récit un peu brinque-ballant. Franchement, il y a des problèmes de rythme, il y a un problème de positionnement sur cette série. On ne sait plus à un moment si on regarde une série Boba Fett ou si on regarde la saison 3 du Mandalorian. Et ça, c'est ma compagne qui me l'a fait remarquer. Elle m'a dit, on a quand même une série sur le chasseur de primes le plus dangereux de l'univers, et vous vous retrouvez à un moment avec 2 épisodes consacrés à Mando et à Grogu. Alors je sais, bien sûr, cynisme, mais Grogu c'est la poule aux œufs d'or. Ceux qui en doutaient n'en douteront plus, forcément qu'on allait le retrouver dans la saison 3 du Mandalorian. Sincèrement, je veux dire, ça fait vendre des jouets, c'est peut-être le personnage le plus emblématique aujourd'hui de l'univers Star Wars, derrière Dark Vador, donc c'est quand même un truc énorme, et je pense que personne ne doutait qu'il allait revenir dans la saison 3. Maintenant, sincèrement, prendre du temps avec Luke, les scènes sont belles, prendre du temps avec Luke qui essaye de l'entraîner, tout ça, dans une série Boba Fett où on attend des règlements de compte, on attend de l'action, franchement, il y a un moment, c'est un peu décalé, je dirais pas que c'est du foutage de gueule, mais enfin, c'est pas ce qu'on venait chercher. D'où un problème de rythme dans cette série. Je pose la question, selon moi, est-ce que ça aurait été pas mieux, par exemple, de commencer la saison 3 du Mandalorian avec Grogu, les gens se seraient dit « Waouh, qu'est-ce qu'il fait là ? Super !» Et puis on aurait enchaîné, et éventuellement on aurait vu l'entraînement avec Luke à travers des séquences de flashback. Narrativement, ça aurait quand même été mieux construit, ça aurait été plus sympa, plutôt que d'expédier ça comme ça dans une série Boba Fett pour commencer tranquillement la saison 3 avec bébé Yoda. Mais donc, retour à la mise en scène, retour à cette série Boba Fett, et autant le dire tout de suite, Robert Rodriguez n'est pas un très grand réalisateur. Alors, oula, attention, ne montez pas sur vos grands chevaux. J'ai pas dit que je n'aimais pas son cinéma, mais enfin, Robert Rodriguez n'est pas un metteur en scène visionnaire au sens premier du terme. Je veux dire, Robert Rodriguez est typiquement l'exemple d'un réalisateur qui filme plus ou moins bien.
c'est pas mal ce qu'il fait, mais enfin, il a une mise en scène, là encore, un petit peu barrée, mais pas forcément classieuse, pas élégante, et ça se sent particulièrement sur Boba Fett, bah ouais, parce qu'il a réalisé quelques épisodes de cette série. Alors Robert Rodriguez, il a tout fait. Quand vous voyez son pédigré sur IMDb, je pense qu'il a touché à tout sur un tournage. Il a fait monteur, bien évidemment, réalisateur, scénariste, producteur, coproducteur, éclairagiste, il a touché à tout. Et si je vous dis que sa mise en scène n'est pas extraordinaire, c'est parce que je pense que ça l'intéresse pas au fond. Robert Rodriguez, c'est quelqu'un qui est quand même réputé sur les tournages pour offrir de grands barbecues à toute l'équipe, presque chaque journée de tournage. Ce qui l'intéresse, c'est de faire ses prises de vue, et puis de se détendre en buvant de la tequila à la fin du tournage. Voilà, c'est cool. Peut-être que c'est un enfant de la balle, qu'il est arrivé trop brutalement dans le monde du cinéma, parce qu'il a débarqué avec El Mariachi, réalisé genre pour une bouchée de pain, et puis Desperado, Une nuit en enfer. Et Une nuit en enfer, c'est très intéressant, parce que c'est un film que j'ai toujours beaucoup aimé. Franchement, il fête aujourd'hui ses 25 ans, quasiment. Son petit quart de siècle, c'est un bon film. C'est un film très sympa, qui commence comme un Tarantino, et qui vire vers la gaudriole, vers la série B, voire Z. Mais franchement, au niveau de la mise en scène, c'est pas dingue. Je l'ai revu dernièrement. Ça accuse quand même son âge, franchement, c'est ce que j'avais découvert au cinéma, c'était juste dingue pour l'époque. Mais aujourd'hui, on a vu mieux, c'est une petite série B qui se regarde, c'est sympa, mais enfin, c'est pas complètement dingue, et surtout visuellement, au niveau de la mise en scène en elle-même, c'est plutôt classique. Sin City, Planète Terreur, Machete, c'est pareil, Robert Rodriguez, c'est donc plus un homme de concept, c'est un homme qui a des concepts forts, il apporte ça devant la caméra, ce qui l'intéresse, c'est de filmer des choses un peu inédites, et un vieux film de zombies à la mode 70s, et des voleurs qui affrontent des vampires. Sin City, c'est très intéressant, parce que Sin City, quand Miller a été voir Rodriguez, il lui a dit alors, comment on va filmer telle ou telle scène, et Robert Rodriguez l'a regardé en lui disant, mais comment? On va filmer exactement comme tu as dessiné. Et Sin City, c'est l'adaptation littérale des cases de la bande dessinée. Il n'y a pas un pet d'inventivité dans Sin City. J'aime beaucoup le film, enfin, je veux dire, je pense que Miller a été un peu frustré de ne pas voir Rodriguez capable de donner plus de vie à sa création. En l'occurrence, c'est un peu comme si Miller, en réalisant la bande dessinée, avait fait le storyboard du film, et hop, bim, on a filmé ça devant la caméra. Et pour en finir avec la filmographie de l'ami Robert, eh bien, je trouve finalement que Alita Battle Angel, c'est peut-être son meilleur film. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, et je trouve que visuellement, c'est peut-être le film le plus intéressant de Rodriguez. Et maintenant, on en vient à la série Boba Fett, sur laquelle Robert Rodriguez a réalisé plusieurs épisodes, dont l'épisode 3, et on va en parler en détail parce que c'est super intéressant. Alors, Rodriguez, il a réalisé cet épisode, il l'a pas écrit. C'est Favreau qui l'a écrit, il a pillé l'univers Star Wars. De toute façon, Favreau, c'est ce qu'il fait dans les séries. Favreau, il va piller tout l'expanded universe récent, tout ce que les autres ont fait de bien, il va les prendre et les incorporer à ses créations. Il va piller tout ce que Dave Filoni a fait. Dave Filoni, ce dieu qui nous a donné les Clone Wars. On va prendre ce qu'il a fait de mieux et on va l'amener dans les séries télé Star Wars. Maintenant, cet épisode 3, vous pouvez le revoir, il est plutôt pas mal. D'ailleurs, il commence bien. Je trouve que c'est un épisode sympa, voilà. Au niveau de la mise en scène, il commence même plutôt pas mal, avec des espèces de flashbacks. On a Django qui part en laissant son fils, on a un flashback chez les Hommes des Sables. Bref, ça commence plutôt pas mal, jusqu'au moment du combat avec Black Santan. Et là, c'est un peu la douche froide. Alors Black Santan, c'est qui? C'est un espèce de Wookiee géant, c'est un des chasseurs de primes les plus dangereux de l'univers Star Wars. Déjà, vous savez ce que c'est qu'un Wookiee, hein? C'est un monstre de dangerosité. Lui, en plus, il est chasseur de primes, sans foi ni loi, et c'est un personnage qui a été introduit dans la série Darth Vader de Kieron Gillen. Et si vous ne l'avez pas lu, ben, précipitez-vous, c'est une série absolument extraordinaire. Moi, c'est quasiment l'une des plus belles bandes dessinées que j'ai lues de ma vie, et sincèrement, sans doute la plus belle bande dessinée Star Wars que j'ai vue. C'est une espèce de parallèle avec l'univers Star Wars, mais très sombre. On a vu Darth Vader basculer du côté obscur de la Force, et c'est symbolisé par sa trajectoire dans cette bande dessinée, où il va rencontrer un Wookiee noir, il va rencontrer 2 droïdes complètement psychopathes, tortionnaires, violents, enfin bref, c'est une espèce de variation très très sombre sur l'univers Star Wars, c'est passionnant. De ce récit, on tire ce personnage, Black Santan, qui est l'un des chasseurs de primes, comme je vous l'ai dit, les plus dangereux de l'univers Star Wars, tout comme Cad Bane, par exemple, créé par Dave Filoni pour la série Clone Wars. Et depuis qu'on l'avait aperçu au coin d'une image dans l'épisode précédent, on est juste dans l'attente de le voir enfin en action. Et là, on va le voir en action pour le coup, avec cette scène qui commence, Boba est dans sa cuve Bacta, le couvercle s'ouvre, l'eau tombe à terre, et il est saisi par le Wookiee. Et là, franchement, la scène commence, et pendant quelques secondes, on se dit, mais ça va être dingue, c'est exactement ce qu'on vient chercher dans une série Boba Fett, on vient chercher ce genre de choses, ce combat complètement dingue. Et là, vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vous parle de conceptualisation
de la scène, et puis de prise de vue à proprement parler, et puis de montage. Parce que là, pour le coup, on cumule premières erreurs. Déjà, la scène, dans sa conceptualisation, en fait, elle est finalement assez pourrie. Je m'explique. On sait depuis Star Wars qu'un Wookiee, c'est une bestiole bien vénère qui est capable de démembrer ses adversaires. Littéralement. Donc là, on a un Wookiee qui arrive, qui saisit Boba, qui le sort de sa cuve, et qui limite joue avec lui. Ce Wookiee, en plus, se paye le luxe d'avoir un espèce de coup de poing américain énergisé, avec lequel il va le frapper. Alors je veux bien que Boba soit une personnalité modifiée génétiquement, qui soit plus puissant, plus rapide que le commun des mortels, ça je l'entends, mais enfin il se retrouve quand même face à un Wookiee de 2,50 m de haut, qui va le frapper au visage, qui va l'attraper, qui va l'enserrer, genre, comme ça quoi, à bras-le-corps, qui va le mordre. Mais un Wookiee, ça vous mord la main, ça vous arrache le bras. Je veux dire, la scène, on n'y croit pas une seconde. Alors vous allez dire, peut-être que je cherche un peu trop, mais sincèrement, la scène, elle est mal branlée, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas d'impression de rapidité, on n'a pas l'impression que le Wookiee se déplace rapidement, on a l'impression qu'il est tout pâteau, qu'il fait un pas après l'autre, c'est extrêmement Z. On dirait le monstre à la fin du second volet de Resident Evil. Et ça, c'est super important, parce que c'est au moment même où Rodriguez a conçu sa scène que, c'est tout pourri. Je veux dire, théoriquement, il attrapait Boba comme ça, il le déchiquetait en deux sans que l'autre ait rien le temps de faire. Il se réveille de sa cuve Bacta. Je veux dire, il se fait attraper comme ça par le Wookiee. Quel intérêt a Black Santan à jouer avec Boba Fett comme il le fait, à le prendre, à le lancer à droite, à gauche, à arriver, à le saisir tranquillement? Je veux dire, aucun intérêt. Donc la scène est toute pourrie. Et au niveau de la mise en scène, c'est un petit peu pâteau. Alors là, on aborde l'aspect le plus technique de la mise en scène, parce qu'il y a la notion de plongée et de contre-plongée. Plongée, c'est quand vous venez vous mettre au-dessus d'un personnage, pour donner l'impression que ce personnage est plus petit, genre qu'il est regardé par une créature plus grande que lui, et la contre-plongée, c'est au contraire quand vous mettez la caméra en bas pour donner une impression de grandeur à ce personnage. Et là, vous allez avoir à plusieurs moments des espèces de plans en contre-plongée du Wookiee qui s'avance. Je veux dire, une fois, c'est super. En plus, il avance lentement et tout. Mais une seconde fois, ça fait un peu bis repetita. Ça accentue le côté décalé et maladroit de la scène, avec le Wookiee qui joue avec son adversaire. Franchement, je trouve que ça passe pas du tout. J'étais super déçu. Et pour tout vous dire, en plus, la scène, elle se conclut d'une manière mais ridicule. Genre, il est sauvé par les biomanes qui débarquent. Ça, on va en reparler. Mais si vous voulez un exemple de contre-plongée réussi, et de ce type de mise en scène, à quel point ce type de mise en scène peut magnifier un personnage, il n'y a qu'à regarder du côté de la récente série Hawkeye. Alors pour le coup, cette série, je l'ai trouvée vraiment, vraiment bien. Elle convoque l'esprit de John McTiernan. Alors peut-être que c'est le côté film de Noël, piège de cristal. Mais enfin, franchement, je l'ai trouvée vraiment chouette. Alors là encore, c'était une série qui allait piller tranquillement la série Aja Pulido, je crois, dans ce qu'elle avait de meilleur. Mais sincèrement, c'est une très bonne série, très bien interprétée. Et surtout, quand le Kingpin arrive, il est vraiment impressionnant. Et là, pour le coup, vous pouvez jeter un œil aux 2 derniers épisodes de la série, vous allez voir à quel point on le rend impressionnant. Franchement, dans Daredevil, il était bien filmé. On avait Vincent D'Onofrio qui était dans son rôle de mafieux, violent. Son interprétation, rien à redire, il est passionnant. Mais au niveau de la mise en scène, la pure mise en scène, on n'a jamais réussi à le rendre bigger than life. On n'a jamais réussi à faire de lui un monolithe vivant. Là, dans la série Hawkeye, enfin il acquiert toute sa stature, celle qu'on a connue à l'époque de Romita, dans Spider-Man, dans Daredevil, c'est vraiment dingue. Et c'est fait avec des artifices, des trucs d'artisans, des artifices de mise en scène tout simples. Il y a un moment, il convoque quelqu'un dans son bureau, vous ferez gaffe, le plan est en contre-plongée, on filme derrière son épaule, donc on a son cou immense et le coin de sa tête au premier plan à l'écran avec son épaule immense, et on a dans le fond du plan l'actrice filmée en plongée pour la rendre plus petite. Et dans le même ordre d'idée, forcément, quand on le filme lui, on le filme en contre-plongée. On a l'impression qu'il est juste gigantesque. On limite un petit peu les plans larges, même dans le combat de la fin, parce qu'il faut le rendre énorme, quoi. Il faut qu'il obscurcisse l'écran. Il faut vraiment qu'il envahisse le cadre. Ça, c'est juste brillant. C'est tout ce que Robert Rodriguez n'a pas su faire dans Boba Fett. Et c'est un épisode 100% Rodriguez, hein. Ça part en vrille très tôt, franchement, parce qu'il y a quand même ces biomanes qui sont juste ridicules. Alors je pense que Dave Filoni aurait pu en faire quelque chose dans un épisode des Clone Wars. Est-ce qu'il aurait osé le faire ou pas? Parce qu'après, il y a ces espèces de motos de toutes les couleurs, ces personnages inintéressants, complètement nazes. Et alors cette poursuite à 2 à l'heure, on dirait la poursuite de Chrysalis avec Dupontel. Si vous voulez voir la plus lente
poursuite du monde, avec la plus mauvaise mise en scène du monde. Vous pouvez regarder Chrysalis avec Dupontel, c'est pas mal. Il y a un moment, il est filmé de haut. On a dû lui demander de courir lentement pour que les deux personnes restent au même plan, c'est ridicule. Bah là, vous avez une poursuite, franchement, le début de Solo, du film Solo, est juste 1000 fois mieux. Il n'y avait pas d'intérêt à filmer cette poursuite comme ça. Là encore, Rodriguez se prend les pieds dans le tapis. La poursuite, elle est absolument minable. Elle va à 2 à l'heure. C'est pas drôle. C'est mal filmé. Il n'y a pas un plan où on a l'impression qu'ils vont vite. Donc c'est tout pourri. Voilà. Là, je m'arrête là parce que sinon l'émission va durer trop longtemps. Mais regardez cet épisode avec un œil neuf. Jouez de la télécommande. Vous allez voir. C'est franchement pas un bon épisode au niveau mise en scène. Même si je le répète, c'est assez fun à regarder. Mais quand on regarde l'épisode 4, qui vient juste après, là, pour le coup, on en prend plein les yeux. Et cet épisode, on le doit à Kevin Tencharwen. Vous vous dites, c'est qui celui-là? Je me dis aussi, c'est qui celui-là? C'est un metteur en scène qui a œuvré surtout dans la télé. Alors, sur des séries comme Titans ou Agents of S.H.I.E.L.D., pour le coup, qui sont des séries visuellement intéressantes. Titans, c'est très très bon visuellement. Il y a c'est une série que j'aime bien. Après, ça prend des libertés un peu trop grandes, à mon avis, avec l'univers d'ici. Mais ça reste extrêmement sympa. Et dans cet épisode 4... donc il suit juste celui de Rodriguez qui était complètement branque. On se retrouve quand même avec un enchaînement de moments cool, mythiques, bref, de tout ce qu'on venait chercher dans une série Boba Fett. Ça commence avec l'évasion, enfin le vol du vaisseau, quand Boba va récupérer le Slave One. La scène est vraiment juste magnifiquement filmée, franchement je trouve ça brillant. Il y a une multiplication de points de vue, il y a ce garde gamoréen qu'on voit à un moment partir pour quitter le cadre, et puis... la bataille suit son cours, on a Fennec Shand qui est sur le vaisseau et on va avoir le garde gamoréen qui au bout d'un moment va arriver dans le cadre pour venir se battre avec elle. C'est blindé d'action mais c'est toujours lisible et on termine avec ce plan sur les yeux de l'actrice qui l'iconise complètement. C'est juste brillant, moi déjà j'étais là, je me suis dit ouais, belle mise en scène, surtout après la douche froide de Rodriguez. Et puis on enchaîne avec la destruction des Riders, donc on a quand même, c'est une scène toute simple mais elle a son efficacité, il y a quand même Boba Fett qui arrive, il y a les plans qu'il faut sur son visage pour nous montrer qu'il est bien vénère et qu'il accomplit sa vengeance. On a, là pour le coup, une impression de vitesse avec ces motos qui se font abattre par le Slave One. Donc c'est juste énorme. Et on poursuit par le combat et la destruction du Sarlacc. Et là, pour le coup, on en a plein les yeux. On a le Slave One qui arrive, qui se penche lentement au-dessus du Sarlacc, qu'on croit mort, mais bon, on n'est pas dupe. Il n'y a pas un plan qui est pourri dans cette mise en scène. Alors on pourrait se dire, bah, le réalisateur, ouais, contrairement à Rodriguez, il a eu du caviar, on lui a écrit un bel épisode, voilà, facile. Alors oui, il a eu du caviar, quand on a des scènes comme ça, mais il faut encore les mettre en scène. La destruction finale du Sarlacc, elle est juste démente, la scène est superbe, on a l'impression que c'est Spielberg qui l'a réalisé, je veux dire, cette scène elle est dingue. Et franchement, on pourrait donc se dire, vous pourrez vous dire, ouais, il est tombé sur un bon épisode, il y avait tout un tas de séquences iconiques. Moi, je veux bien. Mais, alors, cerise sur le gâteau, on a à nouveau un combat de Black Santan, pour le coup, dans une taverne. Donc, ça fait quand même écho à des tavernes un peu pourraves qu'on a vues dans le Star Wars, les premiers épisodes. Et Black Santan va prendre un coup de chaud, il va s'énerver un petit peu, et pour le coup, il va affronter quelques extraterrestres comme ça dans la taverne. Et bien, sincèrement, faites la différence entre cette scène-là et le combat de Black Santan contre Boba Fett. Si c'était Rodriguez qui avait réalisé cet épisode, ce serait pas la même chose. Sincèrement, ce combat, il est juste complètement fou. Et là, pour le coup, il y a de la vitesse. Là, pour le coup, on arrive à iconiser Black Santan. On le filme en contre-plongée quand il faut. On lui donne vraiment un aspect impressionnant. Il arrive et on se retrouve avec un Wookiee qui, comme disait Han Solo, peut démembrer les bras de ses adversaires lorsqu'il perd au jeu. Voilà, là, ça va vite. Hein. Il se déplace rapidement, il en attrape un, il attrape l'autre et il balance pas comme il balançait Boba... à 2 mètres devant lui, non, là, il les fait traverser la pièce, l'un, puis l'autre. Il y a des scènes complètement saugrenues, qui sont là pour faire rire, mais en même temps, ça fonctionne avec ce mec derrière lui qui lui casse une bouteille sur le crâne, et le Wookiee qui se retourne lentement, franchement, et puis la tenancière qui arrive pour lui expliquer que c'est pas bien, qu'on va lui effacer son ardoise s'il fout pas trop le bordel. Et là, pour le coup, on a un démembrement. Le Wookiee, il s'énerve quand même, il démembre le bras de son adversaire. Moi, je trouve ça brillant dans la mise en scène, brillant dans la conceptualisation. Bref, le petit Kevin, il a tout compris. Et c'est là qu'on voit que c'est très important d'avoir un réalisateur avec une vision à la tête d'un projet, ou à la tête au moins d'un épisode, qu'on voit ce qu'il peut apporter devant l'image, parce que Rodriguez, bah, c'était peut-être pas le meilleur choix pour un épisode comme ça, qui allait donner aux gens ce qu'ils venaient chercher, qui donnait le combat homérique qui était tant attendu entre Black Santan et Boba Fett. C'est quand même...
Je le répète, 2 des plus grands chasseurs de primes de l'univers Star Wars. On attendait autre chose de cet épisode. Tout l'épisode, de toute façon, de Rodriguez est vraiment brinque-ballant. Et on voit avec l'épisode 4 à quel point il aurait pu en être autrement. Voilà. De toute façon, pour moi, la réalisation, c'est une histoire de finesse. Hein. Il faut faire preuve de finesse dans la mise en scène. C'est important de savoir ce qu'on veut montrer. C'est important de savoir ce qu'on ne veut pas montrer. Voilà, la mise en scène, c'est ça. C'est aussi savoir, des fois, ne pas montrer. Des fois, l'absence de mouvement, c'est comme en musique. Il y a de la beauté dans les silences. Ben, il y a de la beauté dans ce qui n'est pas montré au cinéma. Et pour vous dire la vérité, d'ailleurs, ça rejoint totalement la thématique de l'émission. La scène qui m'a le plus étonné, dernièrement, au cinéma, c'est une scène du Dune de Villeneuve. Vous avez ce moment où Paul Atreides va voler un de ses vaisseaux libellules. Et vous avez cette espèce de plan où on filme l'entrée d'une caverne, plongé dans le noir, donc ils arrivent, ils sont en train d'essayer de voler le vaisseau, et on a ce plan par intermittence sur cette entrée de caverne, cette bouche béante, et le spectateur, dont moi, biberonné par des décennies de cinéma, où on vous montre une entrée où il va forcément se passer quelque chose, des gardes vont sortir, vont mitrailler, comme dans tout bon Star Wars, et ben, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Et en l'occurrence, ben, il ne se passe rien. Ils arrivent, ils prennent le vaisseau, il y a quelques plans sur la grotte, ils prennent le vaisseau et ils se barrent. Et j'ai trouvé ça brillant. J'étais dans la salle de cinéma, je me suis dit, mais c'est juste brillant. Parce qu'il a créé en moi une attente. J'étais comme ça, j'avais le ventre un peu serré en me disant, qu'est-ce qui va surgir? Les mecs vont arriver, ils vont les empêcher de partir, ils vont leur tirer dessus. Le vaisseau va s'envoler au milieu des tirs de rayons laser. Ben pas du tout. C'est une scène, mais c'est tout simple, hein. Vous la reverrez cette scène quand vous reverrez Dune, parce que oui, vous allez revoir Dune, parce que c'est un très grand film de SF, et ben cette scène, elle est juste brillante, ça prouve que Denis Villeneuve, il maîtrise parfaitement ce qu'il veut voir à l'image, il maîtrise parfaitement des choses que vous n'allez même pas être conscient de ressentir, il va provoquer des frissons comme ça aux cinéphiles, aux spectateurs, et c'est à travers des scènes comme ça complètement anodines qu'on voit son sens absolu de la mise en scène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que l'émission, comme toujours, tourne, on a bien bavassé, on a parlé tout un tas de trucs et ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous aurez apprécié cette émission qui était plus axée mise en scène, j'espère qu'elle vous aura peut-être permis d'envisager, alors non pas ces 2 séries et ces scènes en particulier, même si je vous encourage à aller les voir, une télécommande à la main, parce que ça vaut franchement le coup de s'intéresser comme ça un peu à la mise en scène. J'espère que je vous aurai pas trop démystifié certains trucs. Mais si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, le petit pouce c'est toujours sympa, ça facilite le référencement de la chaîne, on est quand même là, pas pour rester entre nous, c'est super sympa, mais s'il pouvait y avoir un peu plus de monde sur cette chaîne, ça serait pas mal aussi, ça encourage les échanges, ça fait qu'il y a plus de commentaires, c'est toujours sympa, moi j'adore vos commentaires, et je réponds. Et je réponds parce que pour l'instant, comme on est un peu entre nous, ben, ça me laisse le temps de répondre. Alors je réponds pas toujours tout de suite, des fois c'est un jour ou 2 plus tard, mais je réponds à ce que vous me laissez comme commentaire, toujours, et avec un très grand plaisir. Voilà! Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je sais pas à quelle heure vous verrez cette émission. Moi en tout cas, je tourne ça un dimanche, il fait bien chaud encore, 30 degrés, et ça nous annonce encore un été caniculaire. Voilà! Sur ces bonnes paroles de Madame Soleil, je vous laisse. Je vous dis comme toujours, soyez curieux, éclatez-vous dans tout ce que vous faites, et je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!